La situation actuelle de la société et transport au Congo, au Transco, la situation des agents et travailleurs de cette grande société de transport de la RDC, les contours du dossier Solitex et tout de suite dans les diagnostics, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Comme chaque fois, je les co-présente avec Igor que je reçois. Bonjour Igor, bienvenue. Bonjour Fulgence Moulay. Tu vas bien? Très bien, merci. Toi, je pense. Je pense que je vais bien. Merci. Et pour ce faire, ensemble, nous recevons pour vous des grandes personnalités de cette société, à la personne de Monsieur Gelor Mutombo Mwambayi, que j'appelle en avant. Bonjour monsieur, bienvenue. Salut Igor. Prenez place. Mais également Monsieur Kimbumbu Didier, que j'appelle également. Vous avancez ici. Bonjour, bienvenue ici chez nous. Prenez place. Voilà, avec ces deux grandes personnalités que je vais encore une fois de plus représenter, à la personne de monsieur Kimbumbu Didier, président de l'intersyndicale des Transco, une fois de plus, bienvenue chez nous. Monsieur Mwambayi Mutombo Gelor, vice-président de la délégation syndicale des Transco, une fois encore de plus, bonjour et bienvenue chez nous. Voilà, d'entrée de jeu, lui c'est Igor Biwaka. L'émission Les Diagnostics vous reçoit pour la toute première fois. Actuellement, la société Transco est en train de connaître beaucoup de tumultes. Ça fait des bruits, de l'actualité, ça fait du buzz un peu de partout. Tout récemment, il y a eu même une nouvelle nomination pour les nouveaux PCA. Et d'entrée de jeu, on va commencer par parler d'abord de vous. À l'intersyndicale, qu'est-ce que vous faites comme travail? Merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée et surtout pour rechercher l'information à la source. Et nous sommes très flattés par rapport à ça. Parce que les rumeurs qui courent, nous devons chercher l'information à la source pour que nous puissions faire taire les rumeurs. L'intersyndical, c'est une organisation dans une société, bien sûr, des syndicats représentatifs. Donc, après les élections, les travailleurs ont fait le choix des syndicats et ces syndicats-là s'organisent dans une structure de fait qu'on appelle intersyndical, qui est chapeauté par un porte-parole qu'on appelle communément le président de l'intersyndical que je suis. Donc au niveau des transports, nous avons 9 syndicats qui sont représentatifs et qui sont dans l'intersyndical. Et cet intersyndical a un rôle majeur à jouer, et c'est l'encadrement de la délégation syndicale, nonobstant à ce que chaque syndicat encadre ses délégués syndicaux. Vous le savez, quand nous allons aux élections au niveau des entreprises, les élections syndicales bien sûr, les travailleurs votent le syndicat, donc sur des listes qui contiennent le nom des gens qui veulent bien être des délégués syndicaux. Ce qui fait que chaque syndicat encadre ses délégués syndicaux, mais dans le fonctionnement, dans l'organisation des syndicats, on met en place une intersyndicale pour une bonne organisation et qui, au fait, encadre la délégation syndicale, qui est un ensemble de délégués syndicaux effectifs et des délégués syndicaux suppléants. Voilà, à l'intersyndicale de la société Transco, comment vous travaillez? Vous travaillez sous l'ombre de la direction générale, ou bien vous travaillez en connivence en proposant quelque chose, ou bien vous travaillez pour les biens des agents? Bon, le syndicat a une mission d'ordre général, c'est la défense des intérêts de ses membres. Ses membres sont des travailleurs. Donc quand nous allons dans une société, pour faire notre lobbying, nous menons des actions pour que nous soyons massivement votés. Et le rôle, bien la mission principale, c'est de défendre les intérêts de ces membres-là. Alors quand nous sommes dans l'intersyndical, avec tous les syndicats représentatifs, notre rôle c'est de défendre l'intérêt de tous les travailleurs. Et face à l'employeur c'est un partenaire. Oui. Avec qui nous entretenons des relations de dialogue social pour qu'il y ait la paix sociale. Et dans ces dialogues sociaux-là, nous allons dans des réunions qu'on appelle des réunions mixtes ou bien des réunions paritaires.
paritaire avec l'employeur. Et ces réunions-là aboutissent à des résultats après des discussions sur base de points qui sont mis à l'ordre du jour sur la table des négociations. Donc avec l'employeur, il n'y a pas un lien de subordination. Le syndicat est vraiment indépendant. Donc l'intersyndicale est vraiment indépendante. Nous ne sommes pas des travailleurs de Transco. Ça c'est un de deux. Les délégués qui sont élus là exercent leurs activités avec toute indépendance parce qu'ils sont protégés par la loi. Les textes réglementaires le disent. Ils ont des immunités. Donc au-delà du fait qu'ils sont des agents, mais ils doivent jouer leur rôle en tant que délégués avec cet esprit d'indépendance qui est bien sûr réconforté par l'encadrement ou bien le mécanisme des textes réglementaires. Alors, vous venez de le dire, nous avons la chance de vous avoir ici dans notre plateau. Comme l'a si bien dit mon co-présentateur ici, vous êtes président de l'intersyndicale d'une grande société publique, Transco, nous le savons. Et comme on l'a dit dans notre prélude, c'est une entreprise qui fait face à plusieurs problèmes. Alors, vous qui êtes président de l'intersyndicale de cette entreprise publique, quels sont les principaux problèmes que l'on vous soumet à vous? Bon, le problème n'est pas... le problème de travail n'est pas soumis spécialement à moi, non. Le problème des travailleurs est soumis à l'ensemble des syndicats qui sont représentatifs. Et ces problèmes fait l'objet d'une réunion, d'une concertation, d'un échange au niveau des syndicats. Et sur base de cet échange-là, il y a des options majeures qui sont levées en termes de cahier des charges. Donc ces cahiers des charges-là contiennent les préoccupations majeures des travailleurs et ces cahiers des charges, nous les soumettons bien sûr à l'employeur. Vous savez, Transco, la particularité de Transco, c'est un établissement public. Ce n'est pas une entreprise publique pour qu'il y a quand même une certaine nuance. Transco a été créé sur base d'un décret du Premier ministre comme un établissement public dans le domaine des transports. Donc, Transco, comme établissement, est là pour rendre un service public. Quand on parle du principe de service public, c'est au fait, c'est à la charge de l'État. C'est l'État, au fait, dans ses attributions, dans sa responsabilité. Il voudrait que le secteur des transports soit assuré par lui. Donc, il n'y a que l'État qui est le patron, qui est le père, qui est le créateur des Transco. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous faisons face à l'État qui, au fait, est le véritable employeur au-delà de la direction générale même du conseil d'administration. Donc, c'est le gouvernement qui est, au fait, le véritable patron de cet établissement public. Donc, cet établissement public-là n'a pas à être pris en compte comme les autres sociétés qui ont, d'une manière générale, par rapport à leur forme juridique, à la recherche des intérêts. Ce n'est pas une société qui est créée comme telle, mais c'est un établissement qui est mis au service public pour rendre service à la population. Alors, vous avez parlé de préoccupations que les différents membres des syndicats de cet établissement public, comme vous venez de les relever ici, mettent à la place, donc à la table des discussions, à la table des échanges, au cours de vos différentes réunions. Vous avez insisté sur les réunions. Et on aimerait bien savoir quelles sont ces principales préoccupations soumises par ces différents membres des syndicats, puisqu'on veut vraiment connaître le principal problème qui ronge cet établissement public, qui est donc le Transco. Vous savez, comme tout travailleur, quand on exerce un métier ou on a un emploi, c'est premièrement les conditions de travail. De deux, les conditions sociales, en termes de rémunération, en termes de tout ce qui a trait aux droits des travailleurs. Je parle de rémunération, je parle de pécule congé, je parle de la prise en charge des soins de santé, je parle de l'avancement, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gestion des carrières des agents. Je parle de la retraite, je parle de la prise en charge même de sa famille, donc sa femme et ses enfants. Je parle de ce qu'on appelle des primes de travail. Donc il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Donc ça c'est vraiment du côté travailleur. Et de deux, il y a le travailleur quand il est dans un emploi, il voudrait que cet emploi-là soit pérenne, soit sécurisé. Donc il y a cette gestion-là. Donc le travail a un œil regardant
sur le mandataire dans leur gestion. Au fait, c'est ce qui appelle aussi à ce que nous puissions avoir des réunions mixtes. Donc, le travailleur a besoin que l'employeur puisse lui communiquer l'état de la situation de la société en termes de communiquer les données sociales et économiques, communiquer comment on gère d'une manière un peu lapidaire, parce qu'on n'est pas dans la cogestion, mais ne fût-ce qu'avoir les informations sur la bonne marche de la société. Quand on voudrait même recruter, comme la délégation est là, donc la délégation doit quand même donner un avis. Il a un avis à donner, même si l'avis est facultatif, mais cet avis-là est très important pour essayer un peu de guider les gens qui, au fait, gèrent au quotidien la société. Voilà, on va essayer de prendre également M. Imambayi. Vous êtes vice-président de la délégation syndicale de cette société Transco. Pouvez-vous nous présenter l'état actuel de la société Transco? Parce qu'il n'y a pas longtemps, l'intersyndicale avait donné au gouvernement un ultimatum de 10 jours pour certaines revendications. Mais avant qu'on y arrive, pouvez-vous maintenant nous dire l'état actuel de la société Transco? Oui, effectivement, merci beaucoup. L'état actuel de la société, de l'établissement public Transco est très précaire. Ça ne va pas. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, depuis sa création, bien sûr, Transco a été créé à caractère social. Alors, depuis 2013, dans le décret du 13 juin 2013, le Transco a été créé à caractère social avec un prix de 500 francs de transport. Partout. Quitter Kingasani, Ipen, toujours à 500 francs. Mais faisant les calculs depuis 2013, où le 1 dollar valait 920 francs, quand on fait les calculs, c'était un transport valait en 0,6 $. Voilà. Maintenant là, depuis 2013, il y a le problème de taux d'échange sur le marché. Alors les pièces de l'échange sont en train de monter parce qu'on achète les pièces en dollars et ça nous met en difficulté. Maintenant là, quand on fait les calculs, il y a une dépréciation. Le transport va maintenant à 0,2, je pense. Alors ça ne va pas. C'est ça ce qui tue le transport en ce moment ici. Donc, avant sans pour autant vous avoir interloqué, vous évoquez ici donc l'absence de rentabilité liée au ticket, n'est-ce pas, au coût du ticket que vous percevez dans cet établissement Transco, voulais-je dire. Dernièrement, il y avait en fait des rapports, n'est-ce pas, des sociétés civiles qui, n'est-ce pas, faisaient face, qui donc révélaient, voulais-je dire, tous ces problèmes-là. Alors, vous êtes d'avis avec ceux qui pensent qu'on devrait majorer le coût du ticket du Transco? Effectivement, ce sont les démarches que nous sommes en train de faire avec l'intersyndical. Parce que nous vivons au quotidien. L'intersyndical, comme le président vient de dire, vient en appui. Parce que ce sont nos maîtres. Comme nous vivons avec les gestionnaires, nous voyons que ça ne va pas. Et nous faisons une crise d'alarme. Nous revenons à nos parents pour leur dire, voilà, de l'autre côté, ça ne va pas. Nous sommes d'avis avec les sociétés civiles, avec tout le monde, comme nous, parce que nous avons crié depuis 2016 qu'à l'allure où vont les choses, et le taux de dollar est en train de monter. Du jour au jour, ça ne va pas nous épargner à mettre à genoux la société. Mais ne voyez-vous pas que cela va empiéter à la mission principale qui vous a été confiée, celle, n'est-ce pas, de répondre aux besoins sociaux de la population? Parce que quand vous parlez de la majoration du prix du ticket de Transco, vous voyez déjà un montant fixe? Non comme tel, parce que l'État congolais, c'est notre grand employeur, notre grand actionnaire. Maintenant, le problème, c'est comment? Si l'État congolais trouve qu'avec les prix sociaux de 500 francs congolais, ça vaut, ça ne va pas déranger la population, qu'il continue à nous subventionner. Mais pourtant, ça vous dérange. Pourtant, ça vous dérange. Ça nous dérange. Ça nous dérange pourquoi? Parce que les salaires, ça vient toujours dans la même recette. Okay. Alors, pour majorer les salaires des agents, qui, au moment où nous parlons, c'est très difficile de payer les loyers. Au moment où je vous parle, il y a certains agents qui dorment même au dépôt. Pourquoi? Parce que ces prix-là, ça ne va pas. Je peux vous dire qu'un agent Transco est payé à $120 dans le taux actuel.
Si on met son salaire, en francs congolais, l'équivalent, ça pourrait faire ça peut faire quelque chose de 400 000. Donc ça, c'est les conditions salariales des agents de ça transport. ne va pas. Ça nous met en difficulté totalement. C'est pourquoi, à tout moment, nous cherchons toujours à aller rencontrer l'employeur principal. Vous êtes un service public de l'État. Si je vais vous comparer, en fait, pas pour ne pas vous comparer, peut-être l'enseignement, où l'État subventionne les enseignants, bien qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous avez eu à faire peut-être des réunions avec les gouvernements pour essayer de lui proposer à ce que votre cas soit un peu pareil, même s'il est prêt rester à 500 francs, que la majoration de vos salaires et puis vos conditions de vie sociale soient un peu arrangées? Je voudrais intervenir pour compléter le délégué syndical. Vous savez, Transco créé, l'État a mis ce qu'on appelle une disposition d'ordre général pour la survie de cet établissement. On fixe un prix social, c'est-à-dire un prix à la portée de toutes les bourses. De deux, pour pallier, comme Transco, comme établissement, n'a pas été créé pour faire de bénéfices, l'État donne ce qu'on appelle des subventions d'équilibre pour maintenir la société en vie. C'est-à-dire, Transco n'est pas une société commerciale. Les subventions que vous recevez tout le mois ou toutes les années? C'est prévu dans le décret, mais ces subventions-là ne viennent pas. Depuis combien d'années déjà? Ça fait beaucoup d'années. Si on doit comptabiliser ça, c'est vraiment beaucoup. Ça peut avoisiner approximativement combien est dans le banque? Si on doit comptabiliser depuis la création des Transco, c'est plus de 5 ans. Plus de 5 ans que vous ne recevez pas de subventions de l'État. Ces subventions sont venues comme de gouttelettes dans un verre d'eau. Okay. Donc, si on doit additionner les nombres de mois, des trimestres, des années, c'est au-delà de 5 mois. Donc, vous comprenez maintenant que la société est en difficulté. De deux, le régime de travail de Transco, c'est sous un régime de code de travail. Donc, cet établissement, même si c'est un établissement public, mais c'est régi par le code de travail. Et vous savez, au niveau du code de travail, il y a cette exigence-là de l'application du barème salarial. Donc, le barème, au jour d'aujourd'hui, il y a eu des paliers. Au jour d'aujourd'hui, si on regarde le barème de salaire appliqué actuellement au niveau des Transco, c'est vraiment en dessous des SMIC, qui est un salaire minimum interprofessionnel garanti. Donc, ils sont en deçà de salaire qui est prévu, parce que le salaire des SMIC là a été une décision du gouvernement par un décret. Donc, c'est ça la difficulté. Si aujourd'hui, au niveau des Transco, on n'arrive pas à faire partir les gens en retraite, parce qu'on doit calculer le décompte final. Oui. Quelqu'un qui a atteint l'âge de la retraite, il ne sait pas prendre son décompte final, c'est à cause de ça. Donc, Transco n'a pas. Si les gens ne vont pas en congé, ils doivent avoir ce qu'on appelle un pécule de congé. C'est aussi à cause de ça. Donc, il y a cette absence de ces subventions-là d'équilibre, parce qu'il y a cette subvention d'équilibre qui sert à approvisionner l'établissement d'un certain nombre de choses, et d'autres subventions pour créer l'équilibre pour la pérennisation de cette société. Donc, voilà un peu les difficultés matérielles. Ça, c'est le rôle de l'État. L'État qui sait que je crée cet établissement, mais cet établissement ne peut pas me faire de bénéfices parce que ça rentre dans le compte des attributions d'un État. Oui. L'État qui dit, au-delà de toutes les rentrées que je fais en termes de budget, donc j'assure le transport social de ma population. C'est en fait la raison majeure de la création de cette société. Partout ailleurs dans le monde, les transports publics existent. Et c'est le domaine de l'État qui n'a pas besoin de bénéfices. Il doit assurer ces transports-là, et c'est vraiment dans ses attributions en tant qu'État ou en tant que gouvernement. Oui, parlant des agents et travailleurs, j'aimerais d'abord reculer pour essayer un peu de parler du début de la société Transco. La société a été créée avec combien de bus et aujourd'hui, vous en êtes à combien exactement? Bon, le bus, il y en a au départ, je crois, c'était 500 bus. 500 bus, oui. Vous savez, les bus pour le transport. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour vous dire,
ici, nous n'avons pas un réseau de transport public. Ailleurs, on crée un espace uniquement pour ces réseaux-là. Donc, où le bus, il n'y aura que le bus Transco qui devront prendre ces réseaux-là pour éviter l'histoire des embouteillages en termes de perte de carburant, en termes de perte de temps aussi. Ça, c'est important. Chez nous, il n'y en a pas. Donc, on doit penser à ça. Alors, vous savez, chaque bus, c'est comme une unité. Chaque unité a sa durée de vie. C'est comme un homme. On sait que ce bus sera totalement amorti après autant d'années. Et partant de cela, l'État, en tant que gestionnaire, en tant que gouvernement, devait faire ce qu'on appelle des prévisions. Des prévisions, c'est que après autant d'années, après 5 ans, parce que les bus de Transco sont là, mis à la disposition de la population pour une durée de vie de 5 ans. Donc après 5 ans, ces bus-là doivent être déclassés. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a eu d'autres bus qui se sont ajoutés. Dernièrement, vous avez vu, le ministre qui a remis à Transco 10 bus. Oui. Donc, d'une manière générale, ces bus-là, il y a d'autres bus qui sont des bus neufs, mais il y a d'autres bus qui sont là, qui sont en vie par l'effort des travailleurs de Transco. On fait un effort pour requinquer et chercher ne fût-ce à travailler là-dessus, à réparer pour que ces bus soient en vie. Mais d'une manière générale, quand on doit regarder, en tout cas, on ne peut pas avoir plus de 100 bus. Actuellement, là, on quitte les 500. Nous avons, oui, mais 500, ça date depuis 2013. Donc, 2013 jusqu'à 2018, c'est une tranche d'âge de 5 ans. 2018 jusqu'à 2022. Donc, vous voyez déjà, nous sommes à plus de 10 ans et ces charrois-là n'est pas renouvelé à 500 bus. Non. Donc, ces bus-là doivent être remplacés. Ça dépend du moyen aussi du gouvernement. Ça, c'est pas les agents, mais ça, c'est la politique. Néanmoins, vous êtes content, si je peux le dire ainsi, vous êtes quand même satisfait du fait que, n'est-ce pas, l'État congolais commence à vous doter des nouveaux bus. C'était une politique qui manquait. Satisfait, ça, il faut aussi demander à la population, parce que c'est au fait de la population qui... Si la population prend beaucoup de temps à attendre au niveau de l'arrêt pour prendre un bus, c'est déjà une insatisfaction. Donc, ça, c'est notre problème, là. Ça, c'est notre problème. Ça, c'est notre problème. Kinshasa, c'est une ville mégapole de plus de 10 millions d'habitants. 18 millions. 18 millions, donc il faut être conséquent. Et il faut qu'il y ait des études de planification pour savoir combien de nombre de personnes prennent le bus. Ça, nous ne savons pas. Mais les réseaux, par rapport aux besoins, le niveau des bus n'est pas à la hauteur. Puisque vous ne recevez c'est comme ça qu'il y a des motos, c'est comme ça qu'il y a d'autres engins. Voilà, je vous comprends. Puisqu'on est dans le chapitre des bus, j'aimerais bien que nous puissions nous éterniser. Alors, puisque vous ne recevez plus des subventions, comme vous venez de le dire, depuis plus de 5 ans, si je ne m'abuse, comment vous faites pour entretenir ces bus? Vous l'avez évoqué tantôt ici, que certains bus s'est trouvé dans un état défectueux. Alors, comment vous faites pour entretenir ces bus-là? Bon, ça, c'est vraiment un problème lié à la gestion. Nous ne savons pas dire beaucoup de choses, mais ça relève des miracles des travailleurs de transport. Donc, les gens qui sont au niveau des départements techniques, de la direction technique, font des efforts considérables. Ce sont des gens qui se battent, tant soit peu, pour que ces bus-là soient en vie. Hein. C'est au fait, on se débrouille tant soit peu, comme tout Congolais est pris par cet amour-là, qu'on ait des bus, qu'on ait des emplois. Parce que si on devait tenir compte des exigences classiques pour le maintien des bus, comme je l'ai dit tantôt, Transco ne pouvait pas avoir... voilà, je reviens à M. Imambaï. On parle toujours des bus. Il n'y a pas longtemps, l'année dernière, les présidents avaient inauguré les centres des Mercedes. C'était, je crois, à Limité. Ce n'est pas aussi pour vous subventionner en quelques bus. Hormis cela, il y a la société Trans Academia qui a les mêmes marques de bus que la société Transco. Est-ce que c'est un transfert de bus qui est quitté de Transco pour Trans Academia? Ou bien, en fait, comment vous expliquez cela? Non, il y a ceci. Il faut éclaircir sur ce point-là.
Je commence par Transacademia, tout ça. Transacademia a été créé, c'est notre tutelle qui doit avoir sa politique de séparer la population et les étudiants. Les étudiants, oui. Parce que normalement, mettre ensemble la population, quelque part, si la tutelle a vu que il faut séparer, ça c'est un secret du gouvernement. Et de l'autre côté, le président de la République, comme vous venez de le citer, il a inauguré 400, disons, il nous a doté 21 bus. Oui, dernièrement. Donc, c'était juste pour renforcer les charrois. Parce que, comme le président vient de le dire, 2013 à 2018-2019, en 2019, nous avons eu 440 000 bus Volvo, de marque Volvo. Comme ces bus-là, quand ils tournent, c'est toujours dans un espace avec beaucoup de gens à tout moment. Un bus qui vous transporte plus de 150 bus. Au-delà du nombre de places assises. Voilà, parce qu'il y a la population qui doit aller avec les 500 francs. Alors l'amortissement n'est pas garanti. Oui. Un peu ça. Oui. Maintenant, avec les bus, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. C'est l'océan. moins que rien quand même. C'est Bon, moins que rien, puisque C'est moins que rien. ici, le président de l'intersyndicale vient de le dire que oui, le les gouvernement, bus ont une durée de vie oui, mais déterminée, mais lorsqu'on vous le ajoute gouvernement quand fait même, cet effort-là. Je pense, comme je l'ai dit, c'est un effort, mais est-ce que cet effort-là, n'est pas conséquent, n'est pas suffisant. mais parce que le gouvernement, il sait que c'est pas, mais il le fait quand même. Puisque vous insistez sur le gouvernement, est-ce que vous conviendrez avec moi que l'autorité dirigeante des Transco fait sa part? Je ne veux pas rentrer dans une réponse globale de choses. Hein. Parce que quand on crée une société, il y a des études qui sont menées. Des études en termes des réseaux, des études en termes de la satisfaction du service social à rendre à la population. Ça, c'est la part du gouvernement. Mais c'est que nous voyons deux fois. Nous voyons des bus et deux fois, nous voyons plus de gens au niveau de l'arrêt, soit à cause du nombre de bus, soit à cause des embouteillages, soit aussi à cause du manque d'approvisionnement en carburant. On allait justement suiter sur carburant des bus. Donc vous voyez, il y a plusieurs paramètres qui influent sur le fonctionnement de cet établissement. Alors l'État, faire des efforts, ça c'est pas à moi de les dire. Hein. C'est l'État au fait. C'est la responsabilité de l'État. C'est-à-dire la satisfaction, c'est au niveau de la population. C'est là où vous pouvez poser, vous pouvez même faire ce qu'on appelle le micro-baladeur pour demander à la population si elle est satisfaite du service rendu par Transco. On l'avait fait, on l'a fait dernièrement ici et les réponses allaient dans le sens en tout cas, ils n'étaient pas tellement contents du service rendu. Bien évidemment, c'était pas toujours la faute, n'était pas à vous, mais il y a quand même le problème du trafic, bien évidemment, comme vous venez de l'évoquer ici, il y a les embouteillages et autres. Mais si je tiens à cette question, c'est parce que je veux savoir ce que vous reprochez, vous personnellement, à vos autorités. Bon, nous, on n'a pas à reprocher. Donc, ils sont sains. Non. Nous, il ne faut pas prendre... Le terme, peut-être, ne correspond pas au terme que nous, en tant que syndicat, nous utilisons. Et c'est quoi les termes que vous utilisez? Nous avons ce qu'on appelle les revendications. Voilà. Les revendications. Nous avons ce qu'on appelle les desiderata des agents. J'ai parlé des problèmes de barème. Quand on prend le barème lié au SMIC, c'est que perçoit aujourd'hui l'agent Transco est en deçà du SMIC. Mais ça, c'est de la responsabilité de l'État de pallier à ces problèmes. Effectivement, c'est là où c'est une revendication. Oui. Jusqu'aujourd'hui, c'est une revendication qui n'est pas satisfaite. De deux, les conditions sociales, pécule de congé. L'agent Transco n'a pas son pécule de congé. C'est déjà un problème parce que c'est un droit. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui part en retraite ne touche pas son décompte final. Donc, c'est un élément de revendication. La Caisse nationale de sécurité sociale, c'est-à-dire quand vous allez en retraite, la CNSS doit vous prendre en charge, comme je l'ai dit tantôt,
Transco, les travailleurs des Transco sont sous le régime du Code du travail. Donc, ils doivent être pris en charge par cette caisse-là. Et cet argent-là n'est pas versé au niveau de la CNC. Ça pose un problème. C'est un élément de revendication. La gestion des carrières. Vous savez, quand vous travaillez dans une société, dans un établissement, il y a quand même ce qu'on appelle une gestion des carrières. J'ai commencé comme classifié. Si j'ai de bonnes notes en termes de cotation, je dois quand même monter des grades. Vous comprenez? Les primes liées à chaque fonction. Vous savez, Transco, les conditions de travail sont dans un coefficient qu'on appelle le coefficient de pénibilité. Pénibilité. Okay. Hein, donc, les travailleurs, c'est un service qui est très stressant. Très stressant. Vous travaillez dans une pression. Surtout quand vous prenez les chauffeurs, les conducteurs, les receveurs, tout ça. Ils travaillent dans une condition de pression, haute pression. Donc, les conditions, ce sont des conditions de pénibilité. C'est un facteur de prime. C'est un facteur de prime. Et de trois, il faut aussi qu'on appelle un médecin de travail. Que ces gens-là aussi soient soumis à un test médical. Pour leur santé, c'est important parce qu'ils ils travaillent dans ces conditions-là. Donc, mais ce sont des revendications que vous avez. Ce sont des éléments de revendication que nous avons soumises. Et c'est comme ça que l'intersyndical a demandé à ce qu'il y ait la tripartite. Okay. Donc, quand je parle de tripartite, il y a le banc syndical, il y a la direction générale des Transco, il y a le gouvernement. Au niveau du gouvernement, c'est la présidence. Donc, au niveau, le président de la République, qui est une institution, la primature, le ministère des Finances, le ministère des Transports, le ministère du Budget et le ministère du Travail, le ministère de l'Économie. Parce que les prix sont fixés par rapport aussi à cette économie. À vous entendre, donc, cette tripartite n'a jamais eu lieu depuis l'existence des Transco, cette tripartite n'a pas encore été tenue. Nous avons déposé tous les éléments liés à cette tripartite au niveau du ministère des Transports. Nous attendons à ce que l'autorité... Moi, encore une rencontre entre les banques syndicales et le gouvernement. Il y a eu des rencontres de préparation pour cette tripartite. Bon, nous avons terminé ce qu'on appelle les travaux préparatoires. Nous avons déposé déjà, la direction générale a déposé le rapport lié à ce qu'on appelle des réunions préparatoires, dont les éléments qui feront part à cette tripartite. Et aussi l'intersyndical a déposé aussi le même rapport au niveau du ministère du tutelle, donc le ministère du Transport. Oui. Donc nous attendons à ce que le gouvernement nous appelle pour que cette tripartite se tienne. Au fait, c'est la voie pour nous en tant que syndicat, la voie possible pour que ensemble avec le gouvernement nous puissions trouver des solutions. Il n'y a pas longtemps, l'intersyndical avait organisé une conférence de presse où il avait lancé un ultimatum au gouvernement de 10 jours si le gouvernement ne compensait pas aux différentes revendications, parce que nous en parlons, les agents seront en grève et tout ça. Bon, je ne sais pas si le gouvernement avait réagi ou bien où en êtes-vous actuellement avec ces dossiers? Je l'ai dit tantôt, donc nous avons lancé un ultimatum au gouvernement. Le gouvernement a voulu à ce que nous puissions préparer cette tripartite-là. Nous avons fait. Comme je l'ai dit, je viens de le dire, nous, on attend ce que le gouvernement puisse nous appeler. Mais nous sommes dans l'attente. Vous savez, quand on est dans une société, il y a ce qu'on appelle les choses pour la gestion courante. Il y a aussi cette revendication qui est vraiment sur la table, qui est dans le cœur de tous les travailleurs des transports. Vous avez donné 10 jours. Nous sommes au-delà de plus d'un mois, plus de 45 jours. Non, mais après ces 10 jours, il y a eu des travaux préparatoires. Okay. Initiés par les gouvernements. Initiés par le gouvernement qui a demandé à ce qu'il y ait un travail, un rapport soit produit. Nous l'avons fait. Bon, nous sommes dans l'attente de cette réunion des tripartites. Nous attendons, mais nous sommes une structure de pression, les syndicats. Nous ne sommes pas... nous sommes là, ce sont les travailleurs qui nous ont délégués, donc nous poussons. Dernièrement, nous avons voulu faire une assemblée générale. L'employeur nous a demandé un report de 2 semaines. Nous venons de lui aussi adresser une autre correspondance pour que nous puissions communiquer toutes les démarches que nous avions dû mener à la base, parce que la primaire de l'information,
ce sont les travailleurs qui en ont besoin. Donc, toutes les démarches que nous avons menées auprès du gouvernement, dont nous devons rentrer en compte. Est-ce qu'on peut savoir plus sur, d'abord, comme l'ami vient de vous poser la question ici, ces délais, cet ultimatum que vous avez envoyé au gouvernement, c'était à la suite, n'est-ce pas, du manque d'approvisionnement en carburant. Est-ce que vous aviez obtenu qu'un des causes? Bon, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Vous savez, dans les revendications, il y a plusieurs choses qui... Parce que l'élément qu'on dit, c'était justement rupture nous de stock. avons, moi je crois que depuis Transco est là, c'est une première qui est cette rupture de stock. Hein. C'était une première. C'était une première. Donc, le gouvernement savait approvisionner. Nous, en tant qu'intersyndical, nous étions surpris qu'à un moment donné, qu'il y ait rupture. Et nous avons mené des démarches, nous avons écrit, nous avons fait notre pression, et il y a eu l'approvisionnement en compte-gouttes, jusqu'à preuve du contraire. Ça vient, mais comme c'était pas avant. C'était pas avant. Parce que vous savez, sans fourniture de carburant, il n'y aura pas de recettes. Sans recettes, il n'y aura pas paiement des salaires. C'est là où nous sommes. Donc, vous voyez. Et c'est comme ça que, tantôt, vous avez parlé du problème de 500 francs qui est au fait une tarification d'autorité du gouvernement. Est-ce qu'on doit relever cette facturation? Ça ne dépend pas de nous. Si aujourd'hui le gouvernement dit je maintiens les 500 francs, alors le gouvernement à ce moment-là doit être responsable. Responsable vis-à-vis du paiement des salaires, responsable vis-à-vis d'un nouveau barème, responsable aujourd'hui de ce qu'on appelle la prise en charge en termes de tout ce que j'ai énuméré, pécule congé, décompte final, responsable même de l'ajout des bus, responsable de prendre en compte tout ce qui a trait aux conditions sociales des travailleurs. Voilà. Donc, alors, si nous, on milite pour qu'il y ait augmentation, parce qu'on trouve qu'au niveau du gouvernement, il y a des choses qui ne permettent pas à ce que les choses bougent. Les choses bougent. Comme je l'ai dit, c'est une décision du gouvernement. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas contre ça, c'est pas nous. Le gouvernement, c'est le responsable numéro 1 de cette société, de la vie de cette société. Et par conséquent, si le gouvernement dit que je ne suis pas en mesure pour le moment de supporter toutes ces charges-là, on doit augmenter la tarification, je crois, à 1000 ou bien 1500 francs, le gouvernement va tirer toutes les conséquences. Mais si le gouvernement décide de maintenir les prix, donc il doit être conséquent. Nous, quand on a vu l'intervention du ministre, nous on croyait qu'il avait pris un arrêté pour augmenter les transports. C'est ce que vous attendez. Hein? C'est ce que vous attendez, ça sera peut-être au détriment de la population. Non. Au détriment de la population, nous ne sommes pas là contre la population. Mais il y a quand même des réalités, vous savez. Bien sûr. Quand vous prenez la moto de Kitambo magasin pour arriver au niveau soit des Royales, soit de la gare, vous n'allez pas quand même vous payez 3 000 francs. Au-delà de 3 000 francs. Au-delà de 3 000 francs. Vous n'allez quand même pas vous comparer aux motards qui... Non, ce sont des réalités, pour lesquelles nous sommes confrontés. Quand vous prenez un 207, Kinshasa Nyasuka, jusqu'au Grand Marché, donc vous payez 3 000 francs. Moi, je trouve que les problèmes peut-être résolus si peut-être vous recevez vos subventions régulièrement. Mais c'est ce que je dis, c'est de la responsabilité du gouvernement. Si aujourd'hui le gouvernement dit je maintiens le prix de 500 francs, le gouvernement doit être conséquent par rapport à la révalorisation salariale des agents. Si le gouvernement décide de maintenir le prix de 500 francs, le gouvernement doit être responsable vis-à-vis de l'approvisionnement en carburant des Transco. Le gouvernement doit être responsable de la subvention. Il doit donner la subvention d'une manière régulière pour permettre la survie de cet établissement. On va parler des recettes, on reste là-bas avec les montants des 500 francs. Est-ce qu'il y a un montant fixé, ce qu'on appelle trop souvent, c'est notre chauffeur, les versements? Il y a un montant fixé pour un bus qui sort les matins, un bus Transco qui sort les matins pour rentrer jusqu'au soir, avec les montants des 500 francs? Bon, ça, je parle sur, je suis sur le principe. Hein. Il n'y a pas un nombre fixé qu'on arrête pour que les gens montent dans un bus Transco. Okay. Ça, nous devons comprendre ça. Donc,
On peut avoir 50 personnes dans le bus, comme on peut avoir 40 personnes dans le bus, comme on peut avoir 70 personnes dans le bus. La capacité de ces bus-là, pour monter, il n'y a pas une restriction. Donc, il n'y a pas une limitation. On trouve que, bon, les gens, c'est plein, on passe. C'est pas plein, ça roule. Des fois, on prend des gens en route pendant qu'il y a des gens, beaucoup de personnes qui sont à l'intérieur, debout, et puis ça handicape l'aération. Mais la demande, c'est comme ça que je dis la demande de transport, la demande. Vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle les circuits du marché. Heureusement, ici, nous sommes dans une télévision de l'Ecofin. Il y a une loi dans le marché, la loi de l'offre et de la demande. Et si l'offre est inférieure et que la demande est plus élevée, comprenez que ça va influer négativement sur l'offre en termes de survie même de ces bus. Mais j'aimerais bien rester sur la question posée par mon confrère ici. Restons un peu dans les recettes là. J'aimerais comprendre combien un bus de Transco verse par journée à l'autorité, à la direction donc. Mais c'est ce que je dis. Si vous ne savez pas évaluer le prix, donc du coup vous ne savez pas... Non, je viens. Je vais le compléter. Non, je viens. Quand on tient compte des chaises, c'est combien? Bon, c'est 47 places assises. Les places debout ne sont pas comptées, mais si vous... Non. On a bien écrit là. Okay. On a bien écrit, mais vous dépassez on peut d'abord savoir le nombre exact. Le nombre exact. 47 places assises. Le nombre estimé par les constructeurs de bus, Okay. c'est 74 personnes. 74 personnes. Alors vous prenez le 74 et vous multipliez par 500 francs. C'est ça. Ça dépend du nombre de tours que vous Mais faites. je viens, ça c'est la première des choses. Donc vous prenez 74 fois 500 francs. Faire des 41 500. Ok. Les carburants, c'est pas vous qui achetez, c'est les gouvernements Je viens. subventionnent. Mais maintenant, ces bus-là font ce qu'on appelle de tours. Oui. Hein? Donc, Kingasen, Asuka, Grand Marché. Deux fois, ça fait combien de tours? Avec tous les embouteillages, tous les problèmes liés à la circulation routière. Donc, les recettes varient. On peut avoir des recettes en deçà, comme aussi on peut avoir des recettes en haut. Donc, il y a une moyenne. Estimation, une moyenne. Bon, moi, je ne On aimerait bien Avant, au départ, télévision, au on départ, parle chiffres généralement. Mais ça, il faut parler chiffres, oui. Là, il faut inviter la direction générale. Voilà. Mais Mambaï, avant quand la société avait commencé, il y avait des contrôleurs sur chaque point d'arrêt qui entraient pour vérifier les tickets. Actuellement, ça n'existe presque plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont là. C'est-à-dire nous avons changé le système. Okay. À chaque fois, les clients nous faisaient ceci. Quand ils voient les gens en tenue rouge, quelqu'un qui est entré par fraude, il voit les tenues rouges là en bas, il se précipite pour acheter les... Mais les caissiers n'en avaient pas les droits de refuser. Non, écoutez, parce qu'on achète quand on entre. Quand les gens entrent, oui. On peut avoir 3-4 personnes à la fois. Et quelqu'un vient, le percepteur est en train de vendre les tickets, quelqu'un passe par derrière et il est allé. Parce qu'avant, il y avait un système de tourniquet. C'est l'un bloque l'un par l'autre et après tout ça. Mais à un certain moment, toujours les mêmes clients, ils ont cassé le système de tourniquet. Il n'y a plus moyen. Et surtout, nos amis, nos frères de Kingasani, quand tu veux l'adresse, c'est pas facile. Hein. Là, c'est pas facile. Même les contrôleurs, c'est chaque fois qu'on leur casse les bras. Là, ils sont là. Oui. Ils sont là. C'est pour vous dire que je ne juge pas. Ils m'excusent. Oui, j'ai compris. Ouais. C'est pour vous dire il y a une pression. Il y a une pression. Parce que s'il y avait par exemple dans une terminus, il y a 10 bus et que les gens entrent calmement, dès qu'ils sont assis. Il y a des fils. Ouais. Là, on allait dire que tout ça est au contrôle. Mais pendant une journée, nous avons ce qu'on appelle il y a des terminus par exemple. Oui. Je quitte Kingasani pour Zambie. Ok? Vous voyez combien nous sommes empêchés par les embouteillages. Quelqu'un qui attend de l'autre côté de Kingasani, il fait 1 heure de temps. Et vous trouvez un fil. Plus de 200-300 personnes. Vous comprenez? Oui. Maintenant, quand tu veux l'entrer. Et en cours de route, même si vous faites un effort pour sécuriser la recette, il y aura toujours des fraudeurs. Les contrôleurs, maintenant, ils ont changé le système. Ils sont là en tenue civile, vous ne pouvez pas comprendre. Dès qu'ils entrent, il y a 2 qui entrent devant et 2 qui entrent par le derrière.
Et là, on bloque. Ils contrôlent, ils sont là, ils travaillent chaque jour. Ils sont là, ils contrôlent chaque jour. Est-ce que vous pouvez estimer à ce jour la société a combien d'agents? Parce qu'avec les recettes qui sont moindres, et parce que la société elle-même paye ses agents, et ça ne marchait plus. Avant, on avait commencé avec combien, et aujourd'hui, vous estimez à combien les nombres d'agents de la société? Ça veut dire que les gens ne partent pas en retraite. Oui. Non, il y a ceci. Vous recrutez chaque fois ou bien... Non. Chaque fois, le président a dit, s'il y a un mouvement, c'est la direction générale qui doit informer. Ce n'est pas une obligation que nous soyons cogestionnaires, non. Nous ne sommes pas des cogestionnaires. S'il y a un mouvement d'embauche, les gestionnaires vont vous informer. En ce moment-là, vous savez qu'il y a, il y a des sorties, il y a des révocations, il y a des décès. Quelqu'un qui vous révoquer part sans son décompte final déjà, parce que c'est une société publique. Non, écoutez, bon, c'est très économique. Le président vous a dit tout. Je pense que vous revenez sur la même question. Nous vous disons que le problème économique, c'est ce qu'il y a tout ça. On peut parler de tout, mais si le gouvernement ne prend pas en charge ce qui lui revient, nous avons 3 ou 4 sens de subventions. Il y a une subvention d'équilibre, il y a une subvention d'exploitation, subvention d'investissement. 3, oui. Parce que dans la subvention d'investissement, nous voyons le gouvernement est en train de faire son travail, de nous donner plus. Dans l'exploitation, il y a un problème de carburant. Ok? C'est l'État qui subventionne aussi. Voilà. Parce qu'en carburant et la pièce de recharge. C'est l'État aussi qui prend. C'est l'État qui prend. Bien sûr. Maintenant, du côté subvention d'équilibre, il y a des non-payants. Avec les tickets, nous prenons les policiers, des handicapés, tout ce que vous connaissez là. Vous-même pouvez venir, nous connaissez que M. Fulgence, c'est notre ami, et vous brandissez, vous entrez. Mais votre ticket là doit être payé par l'État. Vous voyez un peu ça. Mais si l'État ne respecte pas ça, c'est cette frustration que vous voyez. Dans le jour d'aujourd'hui, bon, ils sont au-delà de 2000, ça c'est vrai. 2000 agents. Oui, oui. Ça, c'est pas Kinshasa, on parle de la RDC. Oui, de la RDC. Mais il ne faut pas voir Transco simplement par le bus. Oui. Non, mais il y a des directions directions techniques, tout il y a ça. les directions techniques, il y a les commerciales, il y a les ressources humaines, donc il y a la sécurité, vous voyez. C'est une grande société en fait. C'est un grand établissement, pas seulement aussi à Kin, il y a aussi ce qu'on appelle le réseau interurbain, donc il y a aussi les provinces qu'il faut voir. Voilà. Et nous sommes en train de chuter, ça sera peut-être la toute dernière question, mais ce qui fait l'actualité à ces jours, les dossiers Solitech. Et ça a fait un peu quelques bruits un peu partout. Qu'est-ce que vous en savez et où en sommes-nous à ces jours? Je voudrais introduire, vous savez, dans le domaine de l'État ou dans le domaine public ou dans le service public, toutes les décisions qu'une autorité voudrait prendre doit revêtir un caractère supérieur qu'on appelle l'intérêt des travailleurs. Nous sommes dans une société. On voudrait prendre une mesure dans une société, dans un établissement. Quel est l'intérêt des agents et cadres là-dedans? Vous comprenez? Et ajouter à cela que c'est un établissement public. Vous savez. Alors, le problème de Solitech, c'est au fait, moi je voudrais bien qu'il y ait ces partenariats publics-privés. Nous sommes d'accord pour à ce que les entrepreneurs congolais excellent. Mais ici, il y a les interventions de plusieurs paramètres, entre autres la technologie par l'Internet. Okay. Vous savez que hier, moi je suis parti à la banque chercher un fils qu'un petit rien. J'étais confronté à ces problèmes de connexion. Et au jour d'aujourd'hui, on voudrait travailler avec ces bus-là par Internet pour vendre les billets. Ce sont des difficultés. Ce sont des difficultés. Nous, l'intersyndical, ne sommes pas encore consultés par rapport à ces dossiers, mais nous avons un droit de regard, nous avons quelque chose à dire. Et jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas toutes les données possibles. Donc vous êtes d'accord pour le partenariat entre Transco et Solitech? En principe, nous sommes d'accord. Non, je ne parle pas de Transco, je ne parle pas de Solitech. Je parle d'une manière générale. Partenariat public-privé, ça existe partout. Mais dans le cas d'espèce, quel est l'intérêt d'un agent Transco là-dedans? Ça c'est de 1. Et de 2,
la fonctionnalité même, l'opérationnalité de cette technologie. Nous n'avons pas toutes les données parce que nous avons des agents qui sont dans l'exploitation. Ils ont un mot à dire. Ils ont un mot à dire. Si on voudrait qu'il y ait la transparence dans les recettes, ça c'est une autre paire de manches. Mais nous avons des agents qui nous disent ce partenariat-là va poser des problèmes parce qu'il y a un problème d'opérationnalité de cette technologie. Ça nous crée des problèmes. Il y a, à un moment donné, il n'y a pas de connexion. Vous allez vendre. Quand il n'y a pas de connexion, on ne sait pas. Les billets ne savent pas sortir pour être vendus. Et ces bus-là vont être là, ça va être pessimiste, puisqu'il n'y aura ça, ce sont des réalités. Des agents. Non, ça sont des réalités. Je vous parle des réalités. On est confronté à des réalités d'ordre opérationnel. Qui peuvent être surmonter ces réalités-là. Mais c'est la connexion. Mais je vous ai dit, il y a une réalité. Hier, moi, je suis parti vers ma banque pour chercher à avoir un fisc optimien. J'ai été confronté à une réalité. J'ai fait 2h45 minutes et je suis sorti sans toucher de l'argent. Parce qu'il n'y avait pas de connexion. Imaginez un bus qui est là stationné parce qu'il n'y a pas de connexion pendant 1 heure du temps, pendant 2 heures. Pendant même 30 minutes. Mais si c'est dans l'intérêt, au fait, de permettre la traçabilité des recettes au sein de la société. Mais cette traçabilité, nous la voulons bien. Mais il faut qu'il y ait des études. Ici, ils sont en termes expérimentaux. Ils sont dans une phase expérimentale. Il n'y a pas encore un contrat. D'après ce que nous avons suivi tous avec vous, il n'y a pas un contrat déjà bien bouclé par rapport à ça. Mais cette phase expérimentale doit être clôturée. Vous ne pouvez pas, cette phase-là doit être pendant 2 ans. Non, il y a toujours cette phase expérimentale qui doit être dans la durée. Mais les informations de notre possession partant des agents, ces informations-là ne sont pas positives pour la mise en application de cette technologie. Et qui ne vous dit pas qu'ils craignent parfois, puisqu'ils peuvent peut-être avoir les mains liées, ou encore reversent parfois tantôt, sans pour autant les accuser ici, ils profitent des biens de ces recettes-là, ils ont peur d'être exposés au fait des corruptions. Mais vous savez, les détournements sont aussi, il faut voir Transco, c'est pas une société commerciale aussi, hein, avec le billet de 500 francs. Solitech vient avec cette technologie pour gagner quoi? C'est vrai, les billets de 500 francs, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui prennent Transco. On a estimé ici à 75 personnes au plus-value, mais vous ne faites pas une seule randonnée la journée. Vous pouvez en faire 3 ou 4 déjà. Mais cette société doit... Avec autant de bus que nous avons. Vous savez, cette société doit aussi être en vie, doit vivre. Quand il y a une subvention d'équilibre, des subventions d'investissement, l'État doit à chaque fois, après, c'est-à-dire en allant vers les 5 ans de survie de la société, mais il doit renflouer des bus à cette société. Donc moi je pense que c'est prématuré. Ça c'est un avis vraiment personnel. Hein. C'est prématuré cette deal-là. Hein. Donc les conditions ne sont pas encore réunies pour que ces partenariats-là puissent avoir lieu. De deux, comme je l'ai dit tantôt, les informations que nous avons auprès de nos agents, qui sont nos affiliés, ils sont dans l'exploitation, ils disent qu'il y a encore trop de problèmes. Donc, et de trois, c'est l'État qui donne le carburant, l'État qui donne, mais au finish, c'est un commerçant avec Solitech qui vient avec une technologie pour un partenariat. Vous savez, dans un partenariat, c'est quoi? C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Et avec les salaires que nous avons, avec les conditions de travail, au jour d'aujourd'hui, les gens doivent aller en retraite, ils doivent avoir leur décompte final. Ça n'arrive pas. La prise en charge de la CNSS, ça n'arrive pas. Donc tous ces problèmes doivent être réglés avant de penser peut-être à aller dans ce sens de ces partenaires. Mais moi j'encourage le partenariat public-privé, je suis d'accord avec ça. Mais pour le moment, je pense, c'est avec beaucoup de réserves, c'est un avis vraiment personnel qui n'engage que moi, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Donc on doit tout d'abord régler un certain nombre de problèmes en amont pour la viabilité, je dirais pas totale, mais maximale des transports avant de commencer à
à apporter certaines innovations. On est en train de chuter avec cette émission, mais avant de chuter complètement, j'aimerais bien revenir sur ces points. Vous avez annoncé ici au début que vous aviez besoin d'une tripartite qui réunira le corps syndical, la direction générale de l'établissement Transco, mais également du gouvernement, voyons là, le président, le premier ministre et autres. Donc, je comprends bien par là que c'est une des pistes de solutions qui vous permettront en fait de résoudre un certain nombre de problèmes contre lesquels est buté certainement cet établissement public à travers bien évidemment ses agents. Mais n'y a-t-il pas d'autres pistes que vous demandez à l'État congolais, des solutions, d'autres réclamations beaucoup plus majeures que vous demandez à l'État congolais? Non, je crois que notre cahier des charges en dit long. Okay. Tout est dedans. Si on voudrait à ce que le cadre des agents de Transco travaille dans de meilleures conditions, cette tripartite a tous les éléments nécessaires pour que nous puissions trouver des solutions. Se trouve dans le cahier des charges. Se trouve dans le cahier des charges. Si le gouvernement voudrait la pérennisation de cet établissement, le gouvernement doit être conséquent par rapport à tout ce qui est énuméré dans le décret, les subventions d'équilibre, subventions d'investissement, subventions d'exploitation. C'est vraiment important. C'est au fait, nous venons vers le gouvernement pour lui dire, c'est vous qui avez créé cette société pour pallier à une difficulté, les difficultés des transports. Vous devez être conséquent. Donc le gouvernement doit s'assumer par le respect, tout d'abord, des textes, le décret. Le gouvernement, dès lors que le gouvernement ne respecte pas en entièreté ces décrets-là, c'est déjà un problème de dysfonctionnement de la société. Quand les subventions d'équilibre ne viennent pas, quand les subventions d'exploitation ne viennent pas, c'est déjà une difficulté pour l'enfant que vous avez mis au monde. Donc ça veut dire que vous avez mis au monde un enfant, il peut porter une culotte, mais il ne porte pas le dessus. Il est pieds nus. Vous allez dire, c'est mon enfant, mais cet enfant est en déséquilibre par rapport à l'environnement social. Donc en fait, c'est ça le problème. L'État doit s'engager dans ses responsabilités. Si aujourd'hui aussi l'État trouve que je dois majorer les prix, ce n'est pas au niveau des transports. Alors si l'État peut dire, bon, je trouve des difficultés, je ne donne pas c'est-à-dire je donne pas une solution, une piste de solution. Bon, non, on dit quoi? C'est pas une passe en or, hein? Mais si aujourd'hui l'État dit que je transforme cette société en société commerciale, c'est l'État. C'est l'État et l'État doit tirer toutes les conséquences. Comme on en a fait avec la réforme des entreprises publiques, il y a eu des entreprises qui ont changé en termes juridiques leur organisation et fonctionnement. C'est l'État. Mais jusqu'à preuve du contraire, qu'on ne crée pas quelque chose comme un monstre. L'État doit s'assumer. L'État a mis en place Transco et l'État doit être responsable de ses engagements vis-à-vis des textes créant cette société. Et nous, les syndicats, nous sommes là pour porter les revendications des agents et nous sommes pour la paix sociale. C'est ce que nous recherchons parce que pour nous, s'il n'y a pas de société, il n'y aura pas d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, donc il n'y aura pas de gens qui vont travailler. S'il n'y a pas de gens qui vont travailler, donc il n'y aura pas un syndicat qui sera représenté. Nous sommes pour qu'il y ait cette société demeure. Nous sommes pour qu'il y ait l'emploi. Et nous sommes pour que cet emploi-là soit au bénéfice aussi des gens qui donnent leur vie, qui sont là pendant 10 ans, 5 ans, 15 ans. Nous sommes pour que l'État donne la solution aux difficultés des transports que la population est en train de souffrir. Donc, c'est au fait un package pour lequel nous devons, nous, de notre côté, faire un effort pour que ce package-là soit consolidé en termes des éléments qui peuvent maintenir cette architecture. Voilà, bon, merci beaucoup, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas, vous avez en quelques 30 secondes. Monsieur Mwamba, un dernier mot, c'est que vous demandez aux autorités, au gouvernement, avant de faire en quelques 30 secondes. Bon, merci beaucoup. Ce que moi je vais demander aux autorités, c'est de respecter les textes, comme le président vient de dire, et qu'on
convoque la tripartite, parce que c'est là où il y a tout. Parce que c'est un plan de relance, il faut bien dire, des transports. S'il y a ce plan-là qu'on doit mettre en place, parce que c'est là les dents, on parle de rémunération, on parle de prise en charge, on parle de tout. Tout. Donc nous demandons aux autorités d'écouter, de nous prendre en considération. Voilà. Je pense que c'est tout. Voilà, merci beaucoup, M. Kimbumbu Dido. Je rappelle que vous êtes le président de l'intersyndicale de la société Transco. Merci également à M. Mambaye Guelor. Vous êtes vice-président de la délégation syndicale. Nous sommes Ecofin. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Et la suite, restez avec nous. Merci.